Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Des élèves bientôt fouillés à l'entrée de leur établissement scolaire. C'est l'annonce faite par Elisabeth Borne suite aux multiples affaires de violence entre jeunes. Mais alors, que comprend cette proposition? On la détaille ensemble avec notre invité dans quelques minutes. Plongez-vous dans la Rome antique aux côtés de la figure de Jules César. C'est ce que vous propose en ce moment la Cité d'Histoire. On détaille tout cela avec l'un de ses membres. Ce sera en seconde partie d'émission. Dans son panorama cette semaine, Guillaume Buin vous propose un dernier coup d'œil au musée Georges Pompidou à Paris. Oui, dernier coup d'œil car celui-ci va fermer ses portes pour 5 ans de travaux. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité de l'éducation avec Guillaume. Bonjour à tous. À la une, un changement symbolique à Conflans-Sainte-Honorine puisque le collège du Bois d'Aulne change de nom et prend celui du professeur Samuel Paty, assassiné en 2020 à la sortie de son établissement par un terroriste islamiste. Le collège a donc été rebaptisé lors d'une cérémonie en présence de la ministre de l'Éducation nationale actuelle, Elisabeth Borne, une décision prise par l'établissement et le conseil municipal. Depuis le 19 février dernier, la commission d'enquête sur le contrôle par l'État des violences dans les établissements scolaires se poursuit et hier, les deux co-rapporteurs Paul Vanier des Insoumis, Violette Spilbout de la majorité se sont rendus au ministère de l'Éducation nationale pour comprendre les défaillances de l'État mais aussi savoir de quelle manière s'opèrent les contrôles. Écoutez les deux co-rapporteurs. On a eu quelques réticences. Il y avait l'effet de surprise qui pouvait être un peu inquiétant, notamment du directeur de cabinet. Il y a eu une petite discussion sur les prérogatives de la commission d'enquête. Elles ont été réglées. Il est clair que le droit nous autorise à disposer de l'ensemble des documents que nous avons demandés. Réaction à cette visite surprise de la ministre Elisabeth Borne qui dit se tenir à la disposition des parlementaires. Ils sont donc restés 3 heures et sont arrivés avec des cartons vides. Ils sont repartis avec seulement 3 pochettes sous le bras. Ce sont des rapports d'inspection, des circulaires internes au ministère de l'Éducation nationale. Il y a un guide qui doit accompagner les inspecteurs lorsqu'ils se rendent dans des établissements privés sous contrat. Nous avons notamment la correspondance entre le ministère de l'Éducation nationale et le SGEC, le secrétariat général à l'enseignement catholique, qui a cherché, je crois, à retarder la publication de ce guide, à le faire modifier. Donc nous allons prendre connaissance maintenant du détail de cette correspondance. Néanmoins, d'autres documents doivent arriver d'ici la fin de la semaine. C'est ce qu'ont annoncé notamment les deux co-rapporteurs. Beaucoup de documents plus anciens, des rapports d'inspection de l'éducation nationale dans le dossier de Bétarame, de Riaumont qui datent de 30-40 ans. Nous avons demandé aussi un certain nombre de notes de l'époque des différents ministres de l'éducation nationale. Nous avons demandé pour fin de semaine, parce qu'ils sont détenus non pas au ministère mais aux archives nationales. Nous voulons la rapidité d'obtention de ces documents qui sont essentiels. Alors d'autres visites et contrôles sont prévus sans savoir où pour l'instant. Sachez que la commission souhaite aussi auditionner François Bayrou, l'actuel Premier ministre qui était en poste notamment au sein du ministère de l'Éducation nationale lors de la première plainte qui avait été déposée contre un surveillant de l'établissement de Bétarame dans les années 90. On reste sur cette affaire Bétarame avec l'évêque de Bayonne qui a exprimé sa honte et sa solidarité avec les victimes de violences dans les établissements catholiques du diocèse. C'était face à la presse. Ce sont les mots de Marc Ayé. Il est hors de question que cela se reproduise. Il a salué également la libération de la parole après une loi d'omerta généralisée dans l'Église et la société. Des excuses qui peinent toutefois à convaincre Alain Esquer, le porte-parole des victimes de Bétarame. C'est stop à l'hypocrisie. Ça fait 18 mois que je porte ce combat avec mes camarades anciens de Bétarame. Nous n'avons pas eu à ce jour un seul appel de Monseigneur Ayé, ni d'ailleurs du directeur diocésain. Oui, ils ont honte, effectivement. Je serais à leur place, j'aurais immensément honte pour tous ces enfants qui ont vu leur vie brisée dans l'institution Notre-Dame de Bétarame. Aujourd'hui, nous sommes à 175 plaintes. C'est ma manière de leur répondre, avec 75 plaintes sexuelles de nouveaux prêtres qui sont concernés. Le phénomène ne s'arrête plus à Bétarame. C'est Hasparren, c'est Saint-Palais, c'est Ustaritz. Quand est-ce qu'on va prendre la mesure des violences sexuelles ?
Le porte-parole donc des victimes de Betterham, Alain Esquer, au micro de France Info. Au volet judiciaire, à présent placé en garde à vue, mardi, un adolescent de 17 ans a été présenté à un juge antiterroriste hier. Il projetait une action violente et le parquet national antiterroriste est également saisi. Le mineur a été reparé par les gendarmes en début de semaine devant son établissement scolaire en Haute-Saône, en possession d'un couteau. Il est connu des services de renseignement. Il était notamment suivi entre 2022 et 2024 au titre de sa radicalisation religieuse. Il y a quelques jours de cela, sur une messagerie cryptée, des messages justement avaient alerté les autorités. Il voulait passer à l'acte pendant le Ramadan. C'est ce qu'il a notamment déclaré. Alors les cibles choisies restaient floues, l'église, des synagogues ou encore des consulats des États-Unis ou d'Israël. Une radicalisation qui est de plus en plus jeune mais qui ne choque pas Éric Delbecq. Il est expert en sécurité intérieure. C'est au micro d'RMC. C'est assez classique maintenant, puisque dans les dossiers liés à la menace djihadiste, on a des profils de plus en plus jeunes, c'est-à-dire inférieurs à 21 ans pour 70% depuis 2023. Et effectivement, avec dans cette proportion un certain nombre de mineurs, qui a vraiment rien d'étonnant, et c'est une des grandes tendances de la menace djihadiste depuis plusieurs années. On a un niveau de violence aujourd'hui de la criminalité en général et d'une criminalité de plus en plus jeune, qui est bien évidemment de plus en plus fort. Il y a ce phénomène de décivilisation, c'est-à-dire de montée de la violence dans toutes les formes de criminalité et dans une partie importante de la jeunesse. Puis deuxièmement, il y a un conditionnement djihadiste qui est de plus en plus efficace. Ça veut dire que vous avez parfois une fratrie, des copains, un club de sport, des lieux de sociabilité en général qui vont être porteurs d'une idéologie radicale. Ensuite, les réseaux sociaux, les jeux vidéo vont contribuer à ce conditionnement. Et l'adolescent a d'ailleurs passé sa première nuit en prison. Allez, pour terminer ce journal, la Sorbonne accueillit hier soir la première édition des Palmes du réseau d'enseignement français à l'étranger. C'était l'ambition de la sénatrice des Français établis hors de France, une cérémonie pour récompenser les projets innovants menés par les élèves, mais également les professeurs autour de l'inclusion, encore des luttes contre les discriminations. Détails, explications avec Pierre-Yann Mazzari. Quoi de plus prestigieux que la Sorbonne pour mettre à l'honneur l'éducation française à travers le monde? Ce jeudi soir, le réseau d'enseignement français à l'étranger organisait sa toute première cérémonie de remise de récompenses. Des prix qui couronnent des initiatives développées dans des établissements français à l'étranger, fruit d'un travail collaboratif entre les élèves et le personnel enseignant. Une cérémonie initiée par la sénatrice des Français établis hors de France qui souhaitait rendre hommage et valoriser le réseau. Il se passe des choses extraordinaires, des choses formidables qui sont ignorées par la France, par nos compatriotes. Et c'est bien dommage parce qu'il y a des pépites éducatives, il y a une émulation incroyable à l'étranger. Et il était important pour moi de faire connaître tout ça pour que ça inspire aussi la France. Au cours de la soirée, les lauréats se sont vus remettre ces 7 superbes palmes dans autant de catégories. Ça va de l'action innovante à la promotion linguistique, en passant par l'inclusion. Le lycée français Jules Verne du Guatemala a lui remporté la palme de la lutte contre les discriminations. Depuis 2 ans, l'établissement s'engage aux côtés du comité paralympique du pays pour sensibiliser à l'intégration des personnes en situation de handicap. C'est vraiment une reconnaissance pour tout le travail des équipes qui est engagé en fait depuis plusieurs années autour de ce projet de la lutte contre les discriminations qui est vraiment au cœur de notre projet d'établissement et qui se traduit en fait au quotidien par un travail avec des enfants, des adultes porteurs de handicap pour changer le regard des enfants, pour accepter, pour voir que chacun peut s'enrichir au contact des autres. Au total, 291 candidatures ont été déposées. Il a fallu parfois faire des choix cornéliens pour les membres du jury. C'est très difficile puisque les initiatives des équipes pédagogiques à l'étranger sont toutes plus inspirantes les unes que les autres. On rentre très vite dans beaucoup d'émotions. Les enfants sont très bien intégrés systématiquement au projet. Épreuve du succès de cette cérémonie, la sénatrice des Français à l'étranger a d'ores et déjà donné rendez-vous l'année prochaine pour une seconde édition. Reportage donc de Pierre-Yann Mazzari. Merci Guillaume. Des fouilles aléatoires d'élèves pour lutter contre la violence en milieu scolaire et chez les jeunes, parmi les dernières pistes envisagées par Elisabeth Borne pour endiguer ce phénomène, eh bien, cette idée de contrôle au hasard laisse planer forcément d'autres questions. Ces méthodes sont-elles compatibles avec l'école? On en parle tout de suite avec notre invité.
Et nous sommes ravis d'accueillir Jean-Rémy Girard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être toujours fidèle au Grand JT. Vous êtes président du SNALC. 74 collèges de la ville de Paris ont été concernés par ces attaques à l'arme blanche l'année passée. Un chiffre évidemment énorme, beaucoup trop important, bien entendu, pour lequel la mairie a décidé de mobiliser des médiateurs et a lancé surtout une campagne de distribution de flyers. Est-ce que c'est un phénomène qui est particulièrement citadin ou aussi qu'on peut voir en ruralité? Alors non, c'est pas un phénomène particulièrement citadin. Il faut bien voir aussi que c'est pas forcément un phénomène complètement nouveau, c'est-à-dire que des introductions d'armes blanches, ça existe depuis assez longtemps. Ce que l'on se demande, c'est si c'est pas en augmentation. Mais même là-dessus, on n'a pas de statistiques spécifiquement là-dessus. On a des statistiques sur les agressions d'élèves, les agressions de personnel, qui, elles, actuellement, sont en hausse. Mais oui, c'est un phénomène qui peut se retrouver vraiment dans n'importe quel établissement, parce que c'est pas toujours des phénomènes qui sont liés au lieu, au cadre dans lequel se trouve l'école. Ça peut être aussi des questions personnelles, des questions psychologiques chez certains élèves. Donc, il peut y avoir des endroits où on imagine que ça va avoir plus lieu, des établissements qui sont plus soumis à des agressions ou à un climat scolaire tendu, mais oui, une arme blanche, ça peut arriver que n'importe quel élève un jour en apporte une, d'ailleurs pour tout un tas de raisons dont on va peut-être parler. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, on va en parler bien entendu, mais qu'est-ce qu'il y a sur ces flyers déjà? Alors, c'est souvent des messages de prévention, c'est des rappels, on rappelle évidemment la loi, enfin le fait que c'est dangereux, que ça peut mettre sa propre sécurité, parfois aussi en jeu, la sécurité des autres, et il y a aussi tout l'aspect de si on est au courant, si un élève est au courant qu'un autre élève a une arme blanche, il faut immédiatement prévenir un adulte de l'établissement. Ça, c'est quand même un point essentiel. C'est pas un jeu, les couteaux. Donc, si on sait que sa camarade a apporté, quand bien même ce serait pour le montrer, regardez comme il est joli mon katana, non, on alerte directement un adulte pour faire cesser immédiatement le risque que représente une arme blanche au sein d'un établissement. Mais on a le droit de porter une arme blanche? Non, on n'a pas le droit de porter une arme blanche Donc il n'est pas beau mon katana, quoi qu'il arrive. Il n'est de toute façon... Voilà. Il peut être très joli, mais il est très joli posé sur une étagère à la maison. D'accord, avec un port d'armes, avec une autorisation. Avec une autorisation, évidemment. D'accord. Les médiateurs qui se mobilisent pour en parler, c'est aussi pour justement prévenir ce côté-là, parce qu'on a du mal à imaginer quel va être vraiment leur rôle. Alors si, nous, on le voit très très bien, il nous semble que c'est utile de rappeler que la violence c'est mal. Le cadre, non, pas que la violence. Alors bien sûr, en vérité, oui, c'est quand même utile de rappeler que la violence c'est mal, mais non, mais il faut en arriver là. Ça fait partie, à mon avis, d'un ensemble de mesures. On va peut-être reparler de la question des fouilles, évidemment, mais ça fait partie d'un ensemble de mesures. C'est-à-dire, oui, il faut faire de la prévention, oui, il faut alerter, et une fois encore, pas forcément l'élève qui va un jour apporter une arme blanche, mais l'ensemble des élèves sur le fait que c'est un acte dangereux, que c'est un acte qui doit être immédiatement rapporté à un enseignant, à un assistant d'éducation, au CPE, voire au chef d'établissement, et que c'est un comportement citoyen que de faire cela, que c'est pas de la délation. C'est souvent ça, en fait, qu'on doit travailler avec les élèves. C'est si on dit que son camarade a fait quelque chose de mal, c'est pas être une balance, c'est au contraire faire preuve d'un acte citoyen, et ça va protéger peut-être même déjà le camarade qui a apporté cette arme. Donc ça, c'est vraiment un message important à faire passer. Voilà, justement, on va reparler du slogan, porter un couteau, je cite, et c'est se mettre en danger, pas se protéger. C'est peut-être sur ça surtout sur lequel il faut parler. Oui, parce qu'en fait derrière, et on le voit bien dans ce slogan, derrière il y a un phénomène qu'on constate, alors pareil, je ne peux pas le quantifier, mais c'est que parfois des élèves peuvent apporter des armes parce qu'ils ont peur. C'est-à-dire qu'ils se disent, si j'ai un couteau, une bombe lacrymogène, n'importe quoi, ça va me protéger d'un harcèlement dont je suis victime, ça va me permettre de me défendre, pas forcément d'ailleurs à l'établissement, mais parfois sur le chemin, aller ou retour de l'établissement. Mais en réalité, oui, non, c'est dangereux d'avoir cet objet-là parce que on ne sait pas forcément s'en servir, et heureusement, j'ai envie de dire que les élèves ne savent pas s'en servir forcément, mais il peut être volé
par quelqu'un d'autre, il peut, et ça peut dégénérer à un moment, on a une altercation avec quelqu'un, quand il y a une bagarre dans une cour de récré, généralement ça se finit par rien, mais parfois ça peut se finir par un bleu. Si d'un seul coup quelqu'un sort une arme, là tout de suite ça peut devenir très vite très grave. Absolument dramatique. Alors des contrôles aléatoires ont été mis en place dans les établissements scolaires. Alors certes, le personnel d'éducation n'a pas le droit de fouiller les écoliers, donc on a demandé aux forces de l'ordre de le faire. C'est envisageable, ça? Non, c'est pas envisageable. Alors c'est Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, qui a annoncé que des contrôles aléatoires allaient être faits. Nous, on attend de les voir et on espère d'ailleurs qu'on ne les verra pas. Oui, pardonnez-moi de vous couper, mais si la ministre l'annonce, c'est quand même, a priori, ça va exister, ça va avoir lieu. Des annonces ministérielles qui n'ont pas donné grand-chose, on en a quand même connu un certain nombre. Parce qu'une fois encore, c'est pas elle qui est ministre de l'Intérieur, déjà. Oui. Donc, partant de là, si le ministre de l'Intérieur dit que les policiers ont autre chose à faire, je ne doute pas qu'ils aient autre chose à faire, il ne se passera rien. Mais de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. Un contrôle aléatoire un jour dans un établissement de quelques élèves. Parce que moi, mon lycée, il y a plus de 1000 élèves. On ne va pas faire un contrôle des 1000 élèves. On les sélectionne comment? On fait l'aléatoire sur qui? Moi, je vois très très bien en fait les problèmes que ça peut poser. Pourquoi machin a été contrôlé et pas bidule? Oui, alors là, on va parler de discrimination, c'est ça? Bien sûr, on peut très vite parler de discrimination. Ça peut très vite devenir très très compliqué à gérer pour les personnels de l'éducation nationale, les tensions qui peuvent exister entre les élèves ou les rapports parfois compliqués entre les élèves et les forces de l'ordre. C'est des choses qui existent. Enfin, je ne suis pas en train de juger, mais je suis juste en train de signaler que ça existe. Et partant de là, de toute façon, ça n'empêchera pas un élève qui veut amener un couteau un jour d'amener un couteau un jour, parce qu'il va se dire, de toute façon, il y a une chance sur 1 million que ce jour-là, moi, je sois contrôlé. Si ces contrôles sont mis en place, autant dire... C'est pas dissuasif pour vous? Non, c'est absolument pas dissuasif, parce qu'on va pas non plus passer des heures à fouiller l'élève. En vrai, un couteau, si on veut le cacher, ça se cache, malheureusement. Et faire entrer la police dans l'école, ça aussi, c'est une autre question, peut-être? Alors, c'est quelque chose qui existe déjà. C'est important que nos ministres, parfois, apprennent que les choses dont ils parlent existent déjà. Les chefs d'établissement dans les collèges et dans les lycées sont déjà au contact de la préfecture, appellent déjà quand il y a une situation d'urgence et savent demander l'intervention de la police quand l'intervention de la police est nécessaire. Donc ça, c'est déjà fait. En situation d'urgence, vous venez de le dire. Bien sûr. Pas dans une situation classique, juste d'entrée et de sortie de collège. Non, mais effectivement, dans une situation classique, on n'a pas spécialement besoin d'avoir des policiers qui rentrent et qui sortent de l'établissement. Qu'il y ait éventuellement, dans certains cas où on se dit... on est dans quelque chose d'un peu dangereux, il y a eu des alertes sur ce qui se passe dans le quartier, etc. Et qu'il y ait des équipes mobiles de sécurité qui existent, qui passent aux alentours, aux abords de l'établissement pour vérifier que tout se passe bien, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais on ne va pas s'amuser sans raison à faire rentrer des policiers pour aller fouiller des élèves. Ça paraît complètement ces délirant. jeunes qui sont visés, qui sont potentiellement violents, ils ont l'habitude aussi de ces voitures de policiers qui justement tournent autour des quartiers, etc. Et ils savent très bien déjouer ce genre de situation. C'est plus compliqué là, parce que là, on est quand même, une fois encore, là, l'objectif, c'est aussi d'assurer la sécurité aux abords des établissements scolaires. Parce qu'en réalité, les élèves sont beaucoup plus en sécurité à l'intérieur de l'école, du collège ou du lycée qu'à l'extérieur. Donc, quand on a ces équipes mobiles de sécurité, ça a quand même un effet dissuasif. Ça montre qu'il peut y avoir une présence. Mais généralement, on ne le fait pas non plus complètement au hasard. On se dit, là, on sait qu'on croise les informations. La préfecture, c'est quand même un petit peu ce qu'elle fait aussi. On croise les informations, on se dit, on va vérifier que tout se passe bien. Et ça a un effet qui peut être effectivement un effet rassurant. Et des chefs d'établissement peuvent d'ailleurs alerter la préfecture en disant, là, le climat scolaire est un petit peu tendu. Ce serait peut-être pas mal que, si vous pouvez, vous puissiez passer. Mais quand on sait que la police municipale elle-même n'est pas armée, comment ça va se passer si jamais il y a une confrontation entre un policier au sein de l'établissement qui est face à une arme blanche? Alors, une fois encore, là, on est sur des cas qui sont, on va quand même se le dire, des cas extrêmement rares. C'est pas des choses qui se produisent au quotidien. Maintenant, oui, il y a quand même une formation des policiers. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de la formation des policiers, mais pour déjà négocier,
pour échanger, parce qu'on ne commence pas forcément par plaquer l'élève au sol et lui tordre le bras. Voilà, et beaucoup de situations arrivent à se résoudre ainsi. Et ensuite, beaucoup d'élèves, à moins qu'on soit dans des cas comme on a malheureusement connu par exemple avec Agnès Lassalle, hein, où là on avait probablement un trouble psychique qui traînait quelque part derrière. Pour l'attaquant. Voilà, pour l'attaquant. Oui. Eh bien, la plupart du temps, on arrive à résoudre le conflit. Alors évidemment, on va se poser aussi la question de l'établissement en question, puisqu'on ne peut pas fouiller, comme vous l'avez dit, tous les élèves, ni tous les établissements. Donc comment on va faire pour choisir l'établissement en question ? Pour moi, on ne peut pas, en fait, aller de se dire on va choisir le collège machin plutôt que le lycée bidule. C'est déjà poser un filtre et un présupposé que je trouve même un petit peu malsain. En fait, une fois encore, je reparle de la situation dramatique qui est arrivée avec Agnès Lassalle. On était dans un établissement privé sous contrat qui, comme beaucoup d'établissements privés sous contrat, était plutôt favorisé. Y a quand même eu un élève qui a porté un couteau et qui a tué une professeure. Donc moi, je suis très très méfiant quand on dit si on met ces mesures en place. Et je vous le dis, nous, on ne croit pas qu'on va réellement mettre ça en place, on n'y croit pas. Mais si on met ces mesures en place, dans ces cas-là, il faut, j'allais dire, de manière égale, le faire dans l'ensemble des établissements du secteur. Il ne faut pas en privilégier certains au détriment d'autres, parce que là aussi, l'accusation de discrimination, elle va arriver très vite. Hein. Alors, on sait que ce n'est pas si aléatoire que ça, puisque c'est la préfecture de chaque territoire, en fait, qui va répertorier les établissements en question. Donc, c'est toujours la même question, en fait. Comment le préfet va lui-même décider d'eux ? Mais il peut difficilement, puisque le préfet n'a pas de chiffres sur le nombre de couteaux apportés dans un établissement scolaire. Ces chiffres n'existent pas. Donc, on a des enquêtes sur la sécurité, les nombres d'actes d'agression dans des établissements. Même ça, c'est d'une fiabilité parfois toute relative, parce que c'est fait sur du déclaratif. Hein. Il faut que ça remonte pour que le ministère de l'Éducation nationale arrive à faire des statistiques. Donc un chef d'établissement qui ne remonterait pas tout, d'un seul coup son établissement paraît peut-être j'allais dire plus calme qu'il ne l'est réellement. À l'inverse, un chef d'établissement qui fait à fond son travail, qui ne laisse rien passer, qui remonte chaque acte, d'un seul coup, on va considérer son établissement comme, plus dangereux, alors même que probablement, finalement, le climat scolaire y est meilleur. Donc, c'est pour ça, nous, on n'est pas du tout favorable à ce qu'on se dise, on va cibler des établissements et on va se réunir autour d'une table en disant, oh là là, ce lycée-là, c'est un lycée où vraiment, on va aller faire une descente de police pour aller fouiller les élèves. Enfin, j'aimerais qu'on se rende compte quand même ce qu'on est en train d'imaginer comme vision de l'école et de fonctionnement de la sécurité à l'école. On est peut-être un peu loin là quand même. Oui, d'autant plus qu'effectivement vous parliez d'injustice, ça pourrait alimenter aussi la défiance de certains jeunes vis-à-vis à la fois de la police, vis-à-vis d'autres jeunes et puis aussi vis-à-vis du monde enseignant. Encore une fois, c'est les enseignants qui vont trinquer après. Oui, parce que c'est nous qui sommes les interlocuteurs des élèves et des familles. Hein. C'est nous qui allons voir débouler une famille en disant pourquoi mon enfant a été fouillé par un policier alors qu'il n'a rien fait. Et effectivement, il n'aura rien fait, très clairement. Et nous, on devra expliquer que c'est Elisabeth Borne qui a décidé de faire des contrôles aléatoires, sauf que nous, on ne va pas pouvoir dire aux parents allez voir Elisabeth Borne parce qu'elle ne va pas les recevoir. Donc, partant de là, oui, ça risque de tendre en fait le climat scolaire pour une fois encore une problématique qu'il est très très difficile d'anticiper et à laquelle cette mesure ne va de toute façon pas répondre. C'est pour ça que moi je préfère très clairement ce que fait la mairie de Paris, qui est au moins dans de la prévention, dans de la communication, dans avec les flyers, avec les slogans, avec les médiateurs qui sont dans la rue. Au moins là, on essaye de faire prendre conscience à tout le monde que c'est l'affaire de tout le monde. Ça me paraît plutôt une bonne idée. La violence est devenue effectivement l'affaire de tout le monde. Enfin, ça l'était déjà avant, vous l'avez dit, mais ça devient de plus en plus important manifestement. On disait que, et c'est vous qui l'avez dit d'ailleurs, qu'un élève qui veut planquer une arme, il peut la planquer aussi ailleurs, quelque part que dans son sac, puisque ce sont des fouilles de sac. Donc, quelque part, est-ce que c'est pas aussi une dérive potentielle de se dire on va faire des fouilles aussi de corps ? Oui, voilà, là on peut arriver à ça, c'est-à-dire qu'on va commencer ça, on peut se retrouver dans ce qui se passe quand vous franchissez le portique de l'aéroport et que ça sonne, c'est-à-dire de la palpation, voire chez les douanes où donc où on va plus loin. Donc nous, c'est pas du tout ce qu'on demande, ça, ce sont des actes
que des policiers vont faire dans certaines situations et pas au milieu d'un établissement scolaire. C'est quand il y a une suspicion très forte, c'est quand il y a un danger imminent qu'on a appelé la police et là ça va se passer au niveau du commissariat, au niveau de la gendarmerie. Ça ne doit pas se passer au niveau de notre établissement, enfin voilà, du collège, du lycée, de l'école, enfin encore moins de l'école primaire, quoi. Quelle horreur. Donc non, on va pas faire ça, effectivement. C'est pour ça que de toute façon, c'est une mesure très très limitée, puisque on va fouiller quelques sacs, éventuellement ouvrir quelques casiers, et même ça, c'est pas forcément toujours évident. Il faut avoir un cadre légal qui le permette. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a une proposition de loi d'un sénateur sur ce sujet de la fouille et du contrôle visuel des élèves. Qui dit quoi, cette proposition? Alors la proposition... j'allais dire inscrirait, je suis au conditionnel sur le cas de la proposition de loi, mais elle a été quand même adoptée à l'unanimité au niveau du Sénat, donc tous les courants politiques sont pour, qui dirait que le chef d'établissement et le CPE, dans des cas d'urgence, enfin déjà peuvent procéder à un contrôle visuel, parce que c'est pas marqué clairement dans la loi. C'est quoi un contrôle visuel? Un contrôle visuel, c'est tu ouvres ton sac et je regarde. Ça, c'est le contrôle visuel, on va dire. Voilà, c'est le degré le plus simple. D'accord, on n'intervient pas, on ne touche pas. On ne touche pas. Et que dans certains, là aussi, dans des cas d'urgence, dans des cas graves, ils peuvent procéder à la fouille des affaires, c'est-à-dire le casier, le sac, pas la palpation, pas tout ça. Ça, faut vérifier que c'est constitutionnel, parce qu'on en est quand même à ce niveau-là. On est en train parce qu'on est sur le droit à la propriété privée, le droit à l'intimité. On est sur des choses très fortes quand même dans la législation. Donc, faut vérifier qu'on en ait la capacité même au niveau de la loi de faire passer ça. Nous, on pense qu'effectivement, il y a des situations qui sont peu nombreuses, mais qui existent, où ça peut être utile que le chef d'établissement n'ait pas à attendre l'arrivée généralement rapide, mais pas toujours, parce que on parlait du rural, par exemple, la police n'est pas toujours à côté, pas toujours des effectifs démultipliés non plus, et que parfois, oui, à un moment, il va falloir, face à un élève récalcitrant, il va peut-être falloir ouvrir son casier pour vérifier la chose, et comme ça, au moins, ça va faire avancer la discussion avec l'élève. Une fois encore, ce serait une possibilité. On comprend très bien que certains chefs d'établissement n'ont pas du tout envie de recourir à ça, mais dans ces cas-là, la procédure qu'on a actuellement continuerait de s'appliquer, c'est-à-dire on fait appel à des personnes qui, elles, ont cette capacité-là et, j'allais dire, dont c'est le métier. On parlait de ruralité, justement. Il y a aussi tous les lycées professionnels ou les apprentis qui ont aussi peut-être des outils sur eux, enfin, je sais pas, des éléments qu'on pourrait imaginer comme des armes blanches. Oui, c'est ça. C'est où commence l'arme. Alors, en fait, là, il y a un cadre légal, mais c'est par exemple... Quand on aborde ce sujet-là, il y a toujours un politique qui va nous sortir les portiques de détection de métaux, généralement. Voilà, avec quel argent? Voilà, parfois des régions qui ne rénovent pas les établissements scolaires trouvent de l'argent pour mettre des portiques. Donc on garde l'amiante, mais on met des portiques. C'est ça, on garde l'amiante, mais on met des portiques comme ça qui sonnent à chaque fois qu'il y a un compas. C'est génial. Mais ça marche très bien. Et de toute façon, il n'y a pas les personnels. Et de toute façon, ça crée des attroupements devant les établissements. Pensez, si vous allez voir un concert, souvenez-vous les files d'attente. Maintenant, imaginez un lycée de 2000 élèves où vous mettez ça en place, sans personnel supplémentaire. Autant vous dire que le plan Vigipirate, il est complètement cassé à cet endroit-là. Revenons à ces élèves qui ont des éléments, effectivement, peut-être, je sais pas moi, je ne connais pas, mais des outils, en l'occurrence, qui leur permettent de travailler et qui, pourraient être apparentés à ces armes. Oui, alors... Là, il y a quand même un cadre, c'est-à-dire qu'il y a quand même une grande partie de ces outils-là qui sont dans les ateliers, dans les lycées professionnels, par exemple. Donc, on va remettre à la fin, on va faire une procédure de vérification, que tout est bien là, effectivement. Et enfin, ensuite, à un moment, quand on est dans un cadre de formation professionnelle, oui, à un moment, on fait aussi confiance aux élèves pour ne pas faire n'importe quoi avec leur matériel. On met en place des sanctions, mais voilà, c'est pas de dire le risque zéro n'existe pas, mais à un moment, notre école, c'est pas non plus une dystopie, c'est-à-dire on n'est pas en train de contrôler l'élève du matin au soir, 24/24. Il y a forcément besoin aussi, à un moment, d'une relation humaine, d'une confiance, de prévention, d'échange. Oui, leur faire confiance aussi, et puis le principe de l'autonomie. Je veux pas vraiment donner de mauvaises idées à certains, mais le compas, par exemple, tout simplement, pourrait devenir une arme, finalement. Oui, alors, c'est une arme
où on peut pas les ciseaux, je sais pas. Je dirais beaucoup d'élèves se sont déjà plantés des compas les uns dans les autres. Ah, très bien. C'est malheureusement. Je n'ai pas vécu les mêmes expériences que vous, manifestement. Mais tant mieux pour vous. Ouais. Voilà. On n'est pas au même degré que le couteau de cuisine, très clairement. Mais néanmoins, oui, beaucoup de choses, c'est ce qu'on appelle les armes par destination. Voilà, beaucoup de choses peuvent finalement. Des ciseaux, tout simplement. Oui, bien sûr, une paire de ciseaux. Ouais. Alors maintenant, on a des ciseaux à bourron, on a des choses qui sont quand même un petit peu plus sécurisées aussi. Mais voilà, on va pas une fois encore, c'est ce que je dis, on va pas contrôler tous les élèves 24 heures sur 24 de tout le matériel, de tout ce qu'ils ont dans leur sac pour un phénomène qu'on n'arrivera pas à éviter en faisant cela, en plus. Donc c'est à un moment, oui, il y a une violence dans la société. C'est important d'avoir les outils légaux pour au moins intervenir rapidement quand on a une suspicion. Ça, pour nous, c'est l'essentiel. C'est pour ça que nous, cette proposition de loi, on la soutient. On pense qu'elle est bonne. Mais arrêtons d'imaginer cette idée où des policiers vont patrouiller dans les établissements pour fouiller les élèves. On n'a pas les policiers pour le faire. Et ça va empirer le climat scolaire. Quid de la sanction dans cette proposition? Qu'est-ce que risque l'élève qui a été pris en flagrant délit de port d'armes blanches? Alors, il risque déjà un conseil de discipline, très clairement. La ministre a annoncé qu'elle souhaitait revoir le régime des punitions et sanctions pour automatiser le conseil de discipline en cas de port d'armes blanches. C'est quelque chose qu'on va peut-être discuter au niveau du ministère. Nous, quitte à automatiser, on aimerait déjà qu'on automatise pour les agressions verbales envers les personnels, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. On ne réunit pas automatiquement un conseil de discipline pour ça. Il nous semble que ça, c'est quelque chose de beaucoup plus répandu et de tout aussi grave. Mais effectivement, on va étudier la situation, ce qu'on appelle le principe du contradictoire, c'est-à-dire qu'on va écouter l'élève, qu'on va éventuellement écouter les personnes qui ont été menacées ou agressées. La plupart du temps, quand effectivement on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la malveillance, d'une intention dangereuse, il y a un conseil de discipline qui aboutit quasi systématiquement à une exclusion de l'élève de l'établissement. Oui, une exclusion, ça veut quand même dire que cet élève, on ne va pas le laisser dans la nature, donc il va se retrouver dans un autre établissement. Tout à fait. Et ça, c'est un problème que nous, au SNALC, on pointe depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle les poly-exclus ou les multi-exclus. C'est les élèves qu'on fait passer d'établissement en établissement jusqu'à ce qu'il y en ait un qui n'ait plus la force, j'allais dire, de l'exclure. Ils sont peu nombreux, mais ils existent. C'est une situation compliquée. Pareil, il y a beaucoup de politiques qui ont des tas d'idées, qui coûtent beaucoup d'argent qu'on n'a pas aussi. On va faire des centres fermés. Souvenez-vous, c'est Ségolène Royal qui voulait mettre des militaires. Voilà, on a eu tout ça. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Mais maintenant, oui, il y a un moment où l'éducatif ou le préventif n'ont plus d'impact aussi sur certains de nos jeunes. On parle très souvent, Jean-Rémy Girard, de mineurs, en l'occurrence, puisque c'est rare les enfants qui ont plus de 18 ans et qui sont encore au lycée. Donc, du coup, est-ce que les parents seront aussi responsables? Quid de la sanction vis-à-vis des parents? Bien sûr. Alors là, on n'est pas à notre niveau, parce que nous, l'éducation nationale, on a un régime de punition et de sanctions pour les élèves. Donc effectivement, nous, on ne s'occupe que des élèves, puisque c'est eux qu'on a sous notre responsabilité. Nous n'avons pas les parents sous notre responsabilité. On ne veut pas d'ailleurs avoir les parents sous notre responsabilité. En revanche, là, on est au niveau de la justice. C'est-à-dire, s'il y a une plainte, un élève a été menacé par un autre élève d'un couteau, oui, c'est possible que là, on aille chercher au niveau de la justice la responsabilité parentale. Parce que si dans le foyer, on a des armes qui sont laissées à disposition de l'enfant, ça peut être quelque chose qu'on va étudier. On a une catégorie de personnel, dans certaines situations, qui peut intervenir pour voir ce qui se passe parfois à la maison, c'est les assistants et assistantes sociales. Oui. On en a très peu, malheureusement. C'est les seuls, en fait, qui sont habilités à aller voir ce qui se passe. Mais une fois encore, quand il y a des signalements, quand il y a déjà toute une procédure, vous n'allez pas retrouver une assistante sociale de l'éducation nationale taper chez vous parce qu'elle ferait, comme la police, un contrôle aléatoire de votre foyer. Merci beaucoup, Jean-Rémy Girard, d'être venu sur le plateau du Grand JT. Je rappelle que vous êtes président du SNALC. Merci pour toutes vos lumières. Merci à vous. On va marquer une courte pause dans le Grand JT, mais évidemment, on se retrouve dans quelques instants. De retour
retour dans le Grand JT. Je suis ravie d'accueillir Louis-Xavier Nicolas. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur du développement et de la communication à la Cité de l'Histoire. Alors peut-être quelques mots sur cette Cité de l'Histoire qui est un petit peu méconnue encore, et c'est bien normal puisqu'elle n'a que 2 ans. C'est ça, on a ouvert en janvier 2023. Et en fait, c'est un immense lieu multitechnologique sur l'histoire de France et l'histoire du monde qui se situe sous la Grande Arche de la Défense. On occupe tout le socle de l'Arche. Donc aux portes de Paris. Aux portes de Paris, vraiment, c'est très accessible en métro, RER, pour tous les Parisiens intramuros qui nous regardent. C'est voilà, un immense lieu où, en fait, on va faire aimer l'histoire, on va tenter de faire aimer l'histoire, du moins, à tous les publics, en traitant avec des technologies de pointe. On a des technologies d'immersion, qui est vraiment le mot à la mode aujourd'hui, mais qui a une vraie réalité derrière. Dites à la mode parce qu'effectivement, on en a beaucoup parlé pour Notre-Dame aussi. C'est ça, effectivement. Vraiment, ça a très bien marché, effectivement, cette immersion dans Notre-Dame, avant même qu'elle puisse être totalement rénovée, totalement retapée, si je puis dire. Et ça a été un vrai succès. On voit qu'il y a un engouement des Français pour l'histoire de manière générale, mais là, en plus, avec le côté ludique. C'est ça. Effectivement, avec Éternel Notre-Dame, on utilise une technique de l'immersion qui est la réalité virtuelle. Là, à la Cité de l'Histoire, on a plusieurs techniques d'immersion. Donc, on a un cinéma à 360 degrés qui est gigantesque, où on découvre tous les 6 mois la vie d'un personnage différent ou d'un grand événement. On avait par exemple l'histoire du 6 juin, donc du débarquement de Normandie, jusqu'à il y a quelques mois. Et là, aujourd'hui, on peut découvrir la vie de César, sur un format de 20 minutes dans cet immense théâtre immersif en fait à la Cité de l'Histoire. Alors l'histoire est très grande, très longue bien entendu, l'histoire de France. On aurait pu choisir beaucoup de figures. Évidemment, celle de Jules César paraissait assez évident, mais pourquoi celui-ci précisément? Qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant? En fait, dans tous les thèmes qu'on veut mettre en avant, c'est à chaque fois des personnages ou des événements qui vraiment ont marqué de manière assez fulgurante l'histoire. César, tout le monde le connaît, c'est un des personnages les plus connus de l'histoire de l'humanité. Et c'était important surtout de revenir sur ce personnage parce qu'il est à l'origine de beaucoup de choses qu'on connaît aujourd'hui, de la civilisation à laquelle on appartient. Et donc, voilà, c'est ça qu'on voulait mettre en avant. C'est un grand homme qui a ses forces, ses faiblesses, mais qui a aussi été à l'origine, effectivement, d'énormément de choses aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Lesquelles, par exemple? Peut-être en lister une très marquante, l'héritage de Jules César sur la France que l'on connaît aujourd'hui. On a effectivement tout cet héritage, ce qu'on appelle gallo-romain, parce qu'avec la conquête de la Gaule, qui s'est pas faite simplement et fraternellement, on va dire, mais ensuite, il y a eu effectivement une assimilation à l'envers où en fait effectivement les Gaulois ont repris et ont gardé énormément de manières de faire en fait des Romains et donc aujourd'hui en France on a cet héritage qui est très présent avec les routes, avec des aqueducs, avec des théâtres romains, donc vraiment déjà d'un point de vue architectural c'est très important et puis aussi d'un point de vue d'organisation de la société, c'est vraiment une organisation qui est très marquée et dont on retrouve des traces effectivement encore aujourd'hui. Alors on va retrouver donc dans cette exposition, on dit exposition sur, est-ce que c'est le terme usité? On peut dire exposition parce qu'on a une partie exposition. On dit expérience parce qu'on a des expériences, mais on a aussi une partie exposition. Alors l'exposition, parlons-en, il y a les statues, des colonnes. Alors on n'a pas d'objets physiques, on a quelques reproductions effectivement de statues et de colonnes, mais on a surtout des grands cartels d'explications et des écrans interactifs parce que l'interaction est très très importante aujourd'hui pour faire apprendre aux plus jeunes et pour leur donner le goût d'apprendre. Donc on a beaucoup d'écrans interactifs où on peut découvrir des scènes de la vie romaine, une organisation de la société. On peut découvrir par exemple les termes romains, comment sont faits les procès à l'époque, toutes sortes de choses, voilà, qui est vraiment très intéressante. Et on a aussi une partie qui est très importante dans cette exposition, c'est tout ce qui va être vivant. Parce qu'on a de la technologie, certes, on a du cartel classique qu'on peut retrouver dans un musée, mais on a aussi du vivant, on a des acteurs qui sont là, qui font vraiment revivre cette époque. On a Jules César en vrai. On n'a pas Jules César en vrai, parce que voilà, c'est toujours difficile de personnifier, je trouve, un personnage qui est aussi connu que César, mais on a ses contemporains. On a des généraux, on comprend les tactiques de l'armée romaine. Voilà. C'est ce que je voudrais vraiment faire comprendre, c'est que c'est un lieu qui est très familial, qui est vraiment fait
pour les familles. Toutes ces activités sont ludiques, elles sont faites pour les grands enfants, comme on dit, de 7 à 77 ans. Donc voilà, d'autant plus quand on retrouve une maquette spectaculaire Lego qui met à l'honneur l'architecture romaine. C'est absolument fantastique. C'est ça, on a fait ce choix d'avoir effectivement à chaque fois une maquette Lego, une maquette Playmobil qu'on a effectivement à la Cité de l'Histoire, parce que voilà, tout le monde connaît les Lego, tout le monde connaît les Playmobil, on a tous joué avec ces petits cubes quand on était plus jeune, et ça permet en fait aux plus jeunes de s'identifier, d'être intéressés plus simplement avec quelque chose avec lequel ils ont une prise, tout simplement. Donc on a cette immense maquette Lego qui fait plusieurs mètres, qui est vraiment assez imposante. Qui dévoile un des édifices spécifiques de Rome ou... On a le Colisée. En Lego? Ouais, en Lego. Donc arrondi, mais version Lego, qui était quand même un carré, avec un cube. Donc... Et puis on a surtout l'organisation, parce qu'au-delà des grands monuments, ce qui est intéressant, c'est vraiment l'organisation des rues, comment elles sont faites, pour l'évacuation des eaux notamment. Quelle est la spécificité de l'évacuation des rues? C'est, en fait, on a dans ces villes-là des rues qui sont un peu plus larges que d'habitude, parce qu'on a l'image notamment des rues médiévales qui sont assez étroites, où c'est assez compliqué. Alors c'est aussi c'est quelque chose qui n'a pas été forcément vrai, mais en tout cas les Romains avaient une conception de l'hygiène qui était déjà très 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 importante, et donc d'où des rues larges, d'où des petites rigoles sur les côtés comme on connaît aujourd'hui, et surtout pour laisser passer aussi les véhicules de l'époque qui étaient assez larges, où il y avait des chevaux. Donc effectivement on a une organisation de la ville qui est déjà très très développée à cette époque-là. Rome est une ville immense pour l'époque. Les grandes conquêtes aussi de César, forcément, qu'on peut retrouver? Oui, dans notre cinéma à 360, on parle des grandes conquêtes de César, avec la plus importante qui nous touche forcément ici en France, qui est la conquête de la Gaule. Donc on la raconte bien évidemment, on raconte aussi sa campagne d'Égypte, avec la fameuse rencontre avec Cléopâtre, qui donne vraiment une merveilleuse scène. On a reconstitué des bains romains en 360 degrés, vraiment en 3D, de manière très, très fidèle. Donc on a toutes ces campagnes avec à chaque fois des reconstitutions, des explications sur les tactiques militaires, des explications sur qui était qui, les rapports de force. Tout ça mis en scène et scénarisé. On n'est pas simplement sur un cours d'histoire qui est très martial, on va dire. On est sur quelque chose de narratif, avec forcément de l'émotion, un système son qui est vraiment assez impressionnant. Donc on a de la très belle musique qui met dans l'immersion. Donc voilà, tout ça est vraiment à visée pédagogique, ludique, et voilà, avec le plus d'immersion possible. Les campagnes effectivement de César, vous le dites, avec celle en Égypte la plus marquante bien sûr, des navires, des bâtiments, enfin on voit aussi toute l'armée en l'occurrence, et ces campagnes de cette conquête permanente de territoire. C'est ça, et on voit vraiment la tactique militaire qui est vraiment très importante chez César, qui a été repris. On étudie toujours dans les écoles de guerre les tactiques militaires de César. Donc en fait, à chaque fois, ce qu'on donne à montrer, on essaie d'en prendre toutes les composantes, la composante politique, la composante sociale, la composante militaire. Et religieuse aussi. Et religieuse, bien sûr. Les croyances, du moins les divinités, effectivement. Bien sûr, on a tout un spectacle qui dure une dizaine de minutes à chaque fois, avec des comédiens, où on reprend, où on explique effectivement toute la religion, ce qu'on peut appeler la religion romaine à l'époque, avec toutes ces divinités qui sont personnifiées, et qu'on retrouve d'ailleurs, qui est un héritage aussi de la Grèce antique. Donc tout ça est assez lié. De toute façon, on a une civilisation qui est gréco-latine, donc effectivement c'est ça qui est intéressant dans ce thème-là. Alors souvent les expositions sont accompagnées d'ateliers aussi pour les visiteurs, et notamment pour les enfants. Est-ce que c'est le cas à la Cité de l'Histoire? Bien sûr. On a des ateliers. Pourquoi? Parce que effectivement c'est intéressant d'assister à un spectacle, c'est intéressant d'assister à telle ou telle représentation, mais c'est aussi intéressant de s'y plonger, surtout pour des enfants. Et donc on a différents ateliers. On a des ateliers torture romaine, ce qu'on appelle. Donc on reconstitue vraiment une tactique militaire avec les casques, enfin les boucliers romains, qui est vraiment un des symboles de la tactique militaire romaine. Ça, voilà, on dit on se protège,
la tortue. On se protège des flèches, des lances adverses. Donc on a avec des comédiens qui animent cet atelier-là et qui est vraiment très très prisé des enfants, qui marche beaucoup. On a également un atelier sur la mosaïque, parce que effectivement la mosaïque est très 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 présente à Rome. Et donc on explique comment ça marche, comment ça fonctionne. Il y a un cas pratique. Voilà, c'est un atelier qui marche vraiment très très bien. Et chiffres romains qui sont de plus en plus méconnus aujourd'hui, qu'on enseigne de moins en moins, mais qui restent importants parce qu'ils sont présents encore aujourd'hui dans notre culture, de moins en moins, mais ils l'ont été même jusqu'à une histoire récente. Les arrondissements de Paris même sont toujours notés en chiffres romains. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Effectivement, on le retrouve toujours. Voilà, donc c'est important de savoir, à minima jusqu'à 20, on va dire, compter en chiffres romains. Donc on a cet atelier-là qui marche bien. En fait, les enfants, et ça on le sait, ont vraiment soif d'apprendre. Après, c'est effectivement toujours la manière. Il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit à la fois pédagogique et ludique. Et en fait, c'est vraiment tout l'intérêt de la Cité de l'Histoire. C'est pas un complément à un cours d'histoire. On va pas ressortir de notre cité en sachant tout sur César. Ce serait impossible et beaucoup trop ambitieux. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir un complément au cours d'histoire. À chaque fois, toutes nos thématiques sont des compléments à des programmes scolaires. C'est pour ça qu'on accueille énormément de groupes scolaires à la Cité de l'Histoire. Le but, c'est toujours de ressortir en ayant appris forcément au minimum, bien sûr, bien évidemment, une chose, et en tout cas en participant quelque part à cette histoire. En fait, il faut s'immerger dans une ambiance, dans un contexte, et ça va aider à apprendre. On dit toujours dans notre métier, et même au-delà de la Cité de l'Histoire, l'idée, c'est d'abord de toucher les sens. Par les sens, on va toucher le cœur, et par le cœur, l'intelligence. Et c'est vraiment ça qui est très important. Donc on est vraiment un complément. Voilà, on le voit comme ça. On est un complément à un cours d'histoire académique. Bon, ben voilà, comme quoi la défense, il faut y aller, ne serait-ce que pour la Cité de l'Histoire. Cité de l'Histoire qui donc propose cette immersion totale dans l'Antiquité romaine avec la figure de Jules César qui est mise en avant. Et c'est donc en ce moment à la Cité d'Histoire. Et c'est jusqu'à quand ? Alors cette exposition a lieu jusqu'à septembre 2025. Voilà. Mais la Cité de l'Histoire va durer très très longtemps, j'espère. Il y aura d'autres expositions, d'autres expériences à découvrir. Elle est toute nouvelle. Merci beaucoup Louis-Xavier Nicolas d'être venu sur le plateau du Grand JT. On va tout de suite retrouver Guillaume Buand pour sa chronique. Aujourd'hui, direction le centre de Paris pour nous rendre au centre Pompidou, un lieu emblématique de la culture qui s'apprête à fermer ses portes pour 5 ans de travaux, Guillaume. Inauguré en 1977, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, aussi appelé le Centre Pompidou, ou encore Beaubourg, en référence au quartier où il se situe, est un centre pluriculturel. Un centre que l'on doit notamment au président Georges Pompidou, qui souhaitait un espace totalement dédié à la création contemporaine des 20e et 21e siècles. Je vais citer justement le président. Je voudrais passionnément que Paris possède un centre culturel où les arts plastiques voisineraient avec la musique, le cinéma, les livres, encore la recherche audiovisuelle. C'est un pari qui est réussi puisqu'aujourd'hui le centre est composé de vastes galeries d'exposition dont la collection est la plus grande au monde, avec celle du MoMA qui se situe à New York. Des salles de cinéma, de spectacles ont vu le jour, mais aussi une grande bibliothèque publique de lecture. C'est la première d'Europe. Alors c'est un centre qui a connu un véritable succès dès son ouverture, la première année notamment. On prévoyait 5000 visiteurs par jour et le centre en verra débarquer 5 fois plus. Et plus près de nous, l'an dernier, on a quand même eu plus de 3 millions de visiteurs qui se sont rendus donc dans le centre Pompidou. Et alors, cette année, place à de nouveaux travaux, des travaux assez conséquents. Assez conséquents, effectivement. Il y avait eu déjà des travaux il y a 20 ans avec une augmentation de la superficie, le réaménagement des différentes surfaces et des volumes, davantage d'œuvres, des spectacles, de danse, de théâtre, des concerts, l'ouverture aussi d'un espace pour les enfants et d'un rooftop avec une vue imprenable sur la capitale. Mais cette fois-ci, oui, les travaux sont un peu plus longs et plus lourds. Ils vont permettre notamment la rénovation, le désamiantage de la façade, la mise en sécurité incendie, l'accès aussi aux personnes à mobilité réduite et puis l'optimisation
énergétique de tout l'édifice. Coût total 262 millions d'euros pour une réouverture en 2030. Alors sachez que les espaces du musée vont garder les mêmes positionnements. L'accrochage sera quelque peu repensé. Il y aura aussi de nouveaux espaces pour la jeunesse et puis l'agrandissement de sa grande bibliothèque. En attendant, tout se fait par étapes. Depuis janvier déjà, les salles de spectacle sont inaccessibles. La BPI, donc cette grande bibliothèque là aussi a fermé. Sachez qu'elle a déménagé toutefois si vous souhaitez vous y rendre, c'est dans le 12e arrondissement. Lundi dernier, c'est le musée d'art moderne et contemporain qui a débuté son déménagement. Les salles notamment du niveau 4 et 5 ont commencé à se vider. Une opération qui est très importante d'ailleurs, comme l'explique Jeanne Brun. C'est la directrice adjointe du Musée national d'art moderne. C'était au micro de France Info et au micro d'Anne Chepeau. J'appelle ça le déménagement du siècle. On déménage là 120 000 œuvres. C'est gigantesque. C'est vraiment un chantier colossal que nos équipes ont à mener. On a à peu près 2500 œuvres qui sont présentées au niveau 4 et 5 au Centre Pompidou. 30 000 dessins conservés là dans les réserves. Au cabinet de la photographie, 60 000 photographies. Donc là, voilà, tout de suite, c'est des volumes importants. Et décrocher une œuvre ou une peinture, tout simplement, cela peut prendre une demi-journée aussi pour l'emballer. Il y en a d'autres plus conséquents, ça va prendre plus de temps. Il y a quand même, une fois qu'ils sont en caisse, 1500 camions qui sont mobilisés, qui vont assurer justement le transport. Le tout va se faire sous haute sécurité. Vous en doutez bien, écoutez une nouvelle fois Jeanne Brun. Ça nécessite une alerte constante sur la sécurité. Le risque, il est plus important et le travail est plus important dans l'idée de ne perdre aucun élément de ces 120 000 œuvres tout au long de leur parcours. C'est-à-dire que le risque est plus grand de perdre une feuille d'un dessin qui aurait été mal localisé à un moment que de voir une œuvre monumentale disparaître du fait d'un vol. Et comme on l'évoquait, donc cette fermeture sera progressive, puisqu'à partir du 30 juin, il y aura d'autres galeries qui vont fermer. Fin juin, seul le niveau 2 de Beaubourg sera encore accessible. Sachez que vous pouvez encore vous y rendre, puisqu'il y a des expositions au moins jusqu'au mois de septembre, car c'est fin septembre vraiment qu'il y aura la fermeture du site, avec donc le début de ces travaux pour 5 ans. Et alors, que deviennent ces fameuses œuvres? Est-ce qu'on va pouvoir les retrouver ailleurs? Je vous propose de voyager pour les découvrir justement. On part en Espagne avec le Centre Pompidou Malaga, si vous le souhaitez, en Belgique également avec le canal Centre Pompidou, sinon à Shanghai, c'est un peu plus loin. Et puis les États-Unis vont ouvrir aussi un Centre Pompidou avec notamment un partenariat avec la ville du New Jersey. Ouverture aux alentours de 2029. Collection qui va aussi voyager San Francisco, Barcelone, Madrid, Amsterdam ou encore le Japon. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans ces différents pays, plus près de nous, on a le Grand Palais qui va en accueillir bien sûr. On a le musée aussi de Centre Pompidou à Metz. On a un pôle de conservation qui va ouvrir ses portes aussi en 2026. Ce sera à Massy. Et puis ça a débuté pour nos amis lillois. Les premiers camions sont arrivés. 250 œuvres à bord. C'était mardi au Tripostal. Écoutez Caroline David, c'est la conseillère artistique pour l'exposition qui va débuter dans les prochains jours. Vous pouvez vous imaginer qu'on a toutes les mesures, que ce soit avec le Centre Pompidou et les équipes de Lille. Tout est cadré depuis de longs mois pour ces jours de transport, parce que c'est le plus compliqué. Il faut charger les camions dans les réserves de Pompidou. Il faut arriver ici. Vous avez vu, on est en plein centre-ville. Il faut décharger. Il va falloir gruter tout à l'heure certaines œuvres avec la grue qui est derrière moi. Tout ça, c'est quand même très, allez, on va dire un peu stressant pour nous, parce que voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait une caisse qui tombe ou qui soit mal arrimée. Bon, mais ça, ce sont des choses qui n'arrivent jamais. Et surtout qu'il y a, vous avez vu les équipes, tout le monde est sur le pied de guerre et tout est déjà anticipé. Alors, 200 autres œuvres doivent arriver dans les prochains jours. Et pour profiter de cette exposition, Pompidou, eh bien, vous avez jusqu'au fin d'année, et sinon l'ouverture, ce sera le 26 avril prochain. Vous faites bien le Pompidou, vous savez, Guillaume. Pompidou. Merci beaucoup. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Entre septembre et novembre 2024, 477 actes antisémites ont été signalés, soit 43 par semaine ouvrée, un chiffre sans précédent qui illustre une montée de la haine anti-juive dans les écoles. Quand vous avez commencé à mener cette étude, vous saviez, vous souhaitiez tout simplement mettre des chiffres, pour savoir de quoi on parlait, mettre des chiffres sur cet antisémitisme d'atmosphère, si je puis dire. Mais est-ce que vous avez été vous-même un peu surprise de l'étendue du problème ? Oui, on savait qu'il y avait un problème et c'est pour ça qu'on a voulu objectiver la situation. On n'imaginait pas qu'elle serait à cette ampleur-là. À la fois la localisation, on voit que 53% des actes et des signalements pour racisme et antisémitisme ont lieu au collège, c'est tôt.
Ça exprime un vrai rajeunissement du problème sur le terrain, et à la fois le côté complètement à la fois très très massif, avec un élément qui est rentré dans la dynamique sociale ordinaire, où le rejet de juifs de manière significative, 16% des élèves du second degré qui n'accepteraient pas de nouer certaines relations avec un juif, et ça passe à 37% si jamais ce sont des juifs qui sont soupçonnés d'être solidaires avec Israël. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'un tiers des camarades, et c'est très très concret, qui ne s'asseraient pas à la cantine à côté d'un élève juif, qui n'inviterait pas, qui refuserait une invitation pour un anniversaire ou une fête chez des élèves, qui refuseraient comme amis sur les réseaux sociaux. Donc l'ampleur de ces symptômes explicites du quotidien m'a beaucoup frappée. Un secret de famille, vous l'écrivez quasi en introduction, c'est toujours une bombe à retardement. Oui, tout à fait. Alors déjà, les secrets de famille ont des bonnes raisons d'exister. Pourquoi les familles fabriquent-elles des secrets ? Bien souvent, c'est pour éloigner une douleur qui n'est pas trop racontable, ou pour sauver la face, ou pour protéger, soi-disant, des personnes. On leur cache un petit peu la vérité. Sauf que, même si on n'en parle pas, même si les événements sont déniés, les événements ont réellement eu lieu. Et ça reste. Et donc, ça reste, ça plane dans la famille. Et un jour, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer à retardement. Donc, ça peut être des répétitions dans des choses un petit peu dramatiques qui se passent. Ça peut être des maladies qui naissent parce que des choses trop contenues à un moment ont besoin de sortir. Et puis ça peut être des secrets que les gens découvrent par inadvertance, en fouillant dans des papiers ou en allant dans un endroit, et boum, la réalité, la vérité éclate. Et là, ça peut être le cataclysme dans la famille. Quand on parle de terres rares, beaucoup imaginent une terre lointaine, oui. Ou une ressource précieuse et difficile d'accès. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, malheureusement. Les terres rares, ça désigne un groupe de 17 métaux aux propriétés, alors je cite, électromagnétiques et catalytiques uniques, qui sont essentiels pour les nombreuses technologies modernes comme les téléphones, les ordinateurs et autres. Par contre, malgré leur nom, ils ne sont pas forcément rares en termes d'abondance. On peut les trouver un peu partout sur la planète. Par contre, ils sont rares parce que complexes à extraire et souvent assez coûteux. Alors, nombreux sont les experts qui mettent en avant l'enjeu majeur que représente le nombre élevé de smartphones produits chaque année vis-à-vis de ces terres rares, justement, et donc de leur extraction, vous en avez parlé. Est-ce qu'on a réellement conscience, Lisa, des conséquences écologiques, notamment environnementales, liées à ce renouvellement fréquent de nos appareils ? Alors, je pense qu'on a plus conscience du fait que le recyclage, sans penser aux terres rares à proprement parler, des téléphones n'est pas encore tout à fait optimal, et que du coup, effectivement, on a beaucoup de déchets électroniques. En revanche, je pense que la plupart des gens ne pensent pas au fait que justement ces métaux qui sont utilisés et qui sont, comme le disait Alexandre, extrêmement difficiles finalement à extraire, eux sont encore plus difficiles à recycler dans le téléphone parce qu'ils sont présents en quantité infime. Et surtout il y a des risques de contamination. Donc ça, je pense que c'est la petite différence à faire. Je pense qu'effectivement les gens ont conscience qu'on a trop de déchets électroniques, mais pas trop en termes de difficulté à recycler les terres rares. Qu'est-ce qui revenait le plus souvent, justement, dans ces nombreux témoignages que vous avez récoltés ? Plusieurs éléments. Ce qui ressort entre ces trois études, qui est assez convergent entre les trois analyses qui ont été menées, c'est une forme de banalisation d'une judéophobie du quotidien qui est maintenant perçue comme complètement acceptable et qui s'est vraiment installée dans le quotidien des jeunes, qui vont des blagues à la petite violence ordinaire. Et en gros, avec différents types d'hostilités. D'un côté, des hostilités directes et explicites et une prise à partie. Mais t'es pour qui, toi ? Et de l'autre côté, une stigmatisation et une montée des préjugés, ou en tout cas une acceptation
des préjugés historiques. Donc il semble que les élèves juifs sont pris entre deux tendances. La résurgence de grands préjugés antisémites historiques qui ne font que ressurgir et aujourd'hui refaisant partie du langage ou de l'expression courante, qu'elle soit verbale ou graphique, ou qu'elle soit dans les gestes. Et le deuxième élément, c'est l'importation du conflit israélo-palestinien dans les cours d'école, avec une essentialisation des Juifs qui sont considérés comme personnellement responsables du conflit. Ça répond avant tout à une nécessité de s'organiser pour survivre dans l'urgence. C'est-à-dire quelque chose de terrible ou de... Alors, je ne mets pas bien avec plein de guillemets, parce que ça, sans jugement en fait, mais qui est vécu comme pas bien par les gens, arrive. Et il y a une question, c'est un réflexe psychique. Voilà. On se tait parce qu'on se dit ça va tout déséquilibrer. Voilà, tout à fait. On retrouve le même phénomène, le même mécanisme qu'on a dans les traumatismes. Quand une personne vit un traumatisme, il y a une question de survie psychique et il y a comme une coupure qui se fait et tout s'organise pour la survie. Et dans une famille, c'est pareil, ça concerne un collectif. Quand il y a quelque chose qui éclate, un événement malheureux, par exemple, on voit ça beaucoup avec les morts des enfants. Un enfant meurt, décède prématurément, c'est horrible, c'est affreux. Et donc on coupe tout, on n'en parle pas. On pratique le déni ou le refoulement, écrivez-vous, mais c'est pour vous laisser sur le même sujet, pour se protéger. Ça peut sembler même extrêmement efficace. Alors ça peut sembler. Je vous ai cité avec attention, ça peut sembler, ça ne l'est pas du tout, spoiler alert. Mais voilà. Sur le moment, ça semble efficace. Sur le moment, c'est une condition. C'est pour ça qu'on le fait. Enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'on le fait. Voilà. On préserve soit les autres membres de la famille, soit on se réserve soi-même. Enfin voilà, c'est fait pour se préserver. Mais le problème, c'est que c'est efficace un temps. Jusqu'au moment où ça ressort. Jusqu'au moment où ça ressort ou jusqu'au moment explicitement ou pas d'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous seriez prêt à laisser votre enfant partir tout seul en voiture, sans chauffeur? Vous avez bien entendu, sans chauffeur du tout, seulement guidé par une intelligence artificielle. Ça paraît futuriste et pourtant c'est bien le cas déjà aujourd'hui à San Francisco, aux États-Unis et même à Phoenix. C'est une réalité quotidienne pour certains parents qui font confiance à donc des véhicules autonomes pour accompagner leur enfant à l'école, chez le dentiste ou chez des amis. Vous voyez l'image à l'écran. Concrètement, comment ça se passe et est-ce que c'est vraiment sûr? Et bien, vous avez vu comme moi ces images justement étonnantes d'un prototype aussi de voiture, mais au-delà d'un prototype, c'est une réalité. Lisa, c'est... En tout cas... C'est étonnant. Oui. On se demande si justement un prototype pourrait, pardon, j'en perds mes mots, être un jour et prochainement disponible en France. Est-ce que vous laisseriez votre enfant dans une voiture autonome sans chauffeur? Alors dans une voiture autonome sans chauffeur, c'est une chose. Dans une voiture autonome volante sans chauffeur, ça commence à faire beaucoup de paramètres. En revanche, est-ce que c'est une réalité? Oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des tests qui sont en cours. Pour ce qui est, on va dissocier donc les voitures autonomes aux États-Unis, c'est déjà en service. Il est déjà possible dans certaines villes de monter à bord de ce type de véhicule. Pour ce qui est des voitures volantes, c'est vraiment encore, on en est encore vraiment à la phase de test. En revanche, pour ce qui est de la France et de l'Europe en général, je pense qu'on a encore quand même quelques beaux jours dans les voitures terrestres, qui ne vont pas vers les cieux, puisqu'il y a de grosses questions autour de tout ce qui va être infrastructure pour pouvoir assurer la circulation de ces véhicules. Et puis surtout une grosse question au niveau de la législation. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie, à la réalisation Romain Luc, le son Alexis Oustabassidis, Laure Edmond au maquillage, Emma Ferré, Laura Girard à la rédaction. Merci également Guillaume à vous pour ce JT et cette chronique. On vous retrouve tous, bien entendu, lundi. Et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Merci. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.